Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Les richesses de Salomon, que la Bible décrit comme innombrables, ont toujours fasciné les archéologues et les historiens bibliques qui ont entrepris de vérifier la validité des données fournies par le livre des rois. Il y a eu des films, il y a eu des romans, vous avez tout ce que vous voulez sur les mines du roi Salomon, etc., etc. En 1937, une caravane de chercheurs, regroupant des géologues, des historiens, des architectes, des fouilleurs et un photographe, se lance à l'assaut de la Palestine à la recherche des célèbres mines de fer de Salomon, dont je vous parlais il y a un instant. Le chemin est long, pénible. L'équipe dépasse les monts de Juda, traverse le Negueb, s'engage dans le Wadi el-Araba, vous savez, la vallée du désert, qui est en fait le tronçon d'une énorme crevasse qui fend la croûte terrestre de l'Asie mineure à l'Afrique. Il décide de faire une halte et il s'attaque à la roche à coups de pioche. Et aussitôt, il tombe sur de la malachite et des minerais de fer. Chose curieuse, partout où il rencontre du minerai de fer, il découvre des entrées de galeries, vestiges d'une exploitation minière depuis longtemps abandonnée. Gardant dans un coin de la tête cet élément singulier, ils poursuivent jusqu'au Golfe et arrivent au but de leur voyage, le Tel el-Khelifeh, une petite colline solitaire qui s'élève au-dessus de la plaine de Palestine. En l'explorant, ils découvrent des hameçons de cuivre, des briques, des ruines de murs et de nombreuses boules composées d'une substance à première vue indéfinissable. En fait, c'est ce qu'on appelle des scories. Alors ils sont ébahis, ils font une pause, ils récapitulent, minerais de fer, malachite, dans le Wadi el-Araba, les scories, les hameçons de fer, juste à côté d'un golfe que la Bible nomme mer des roseaux. Or, le premier livre des rois évoque un port fort connu à l'époque de Salomon, je cite, « Et le roi Salomon équipa aussi une flotte à Ezion-Géber, près d'Élat, sur les bords de la mer des roseaux, au pays des Édomites. » Mais alors, ce serait-il le fameux port de Salomon ? Alors enthousiastes, ils reprennent les fouilles de plus belle, ils tombent sur des débris de poterie, ça y est, qui permettent de fixer la date de construction des galeries et des murailles sous le règne de Salomon, donc à une date postérieure à 1000 avant Jésus-Christ. Et peu à peu, de la colline émergent les logements des ouvriers, des remparts typiques du début de l'âge du fer, une vaste agglomération, une série de moules de fonderie, une masse de scories de cuivre, etc., etc. Donc il est évident que les archéologues ont découvert un centre industriel important. Mais pourquoi le construire ici, dans cette région inhospitalière où le vent du nord soulève presque constamment des tempêtes de sable ? Lors des fouilles, l'équipe met au jour une enceinte rectangulaire qui se révèle être un important bâtiment aux couleurs vertes. C'est un four de fonderie dont les parois recouvertes de briques sont percées de 2 séries d'ouvertures pour assurer un tirage suffisant. Ce processus est incroyablement moderne puisqu'il se base sur un principe qui n'a été découvert chez nous il y a seulement une centaine d'années. Les tirages et les cheminées sont construites sur le côté nord du bâtiment de façon à bénéficier de la puissance des vents et des tempêtes venant du Wadi el-Araba pour faire fonctionner le système de soufflerie. En explorant les montagnes environnantes, les fouilleurs ont également découvert de nombreuses galeries creusées à même le roc qui témoignent de l'intense activité minière qui animait la région au temps de Salomon. Ils ont trouvé dans les vallées de l'Araba, où on extrayait le minerai de cuivre de fer. Ils ont trouvé, mais de quand date ce centre de fonte de fer et de cuivre ? L'architecture permet de répondre à cette interrogation. Le rempart qui ceinture l'ensemble est percé d'une porte pourvue d'une triple défense. Aucun doute possible, le Tel el-Khelifeh est bel et bien Ezion-Géber, le port du roi Salomon. Cette théorie est confirmée par la présence de traces de chantiers navals. On a donc là, en plein désert, l'antique port de Salomon, réputé pour ses gigantesques bateaux qui s'en allaient comme ça à l'aventure pour remplir leurs cales de marchandises rares et exotiques, et pour son centre de l'industrie du cuivre. Nulle part ailleurs, en Égypte ou en Asie occidentale, on a trouvé un haut fourneau aussi impressionnant. C'est, sans conteste, la plus grande fonderie de l'Orient ancien qui fournit le fer indispensable à la fabrication des objets de culte pour le temple de Jérusalem. L'autel d'airain, la mer et les 2 colonnes d'airain, Jachin et Boaz, placées à l'entrée du sanctuaire, je cite car il les avait fait couler dans la plaine du Jourdain dans un sol argileux.
D'autres fonderies de cuivre plus modestes ont été découvertes au sud de Gaza qui ressemblent aux fourneaux de Tel el-Khelifeh. Rappelons que David, après avoir vaincu les Philistins, leur avait arraché leur monopole de la fabrication du fer, souvenez-vous, en leur empruntant leur procédé de fonte. Je cite le Deutéronome chapitre 8 des versets 7 à 9, « Car le Seigneur ton Dieu va t'amener dans un pays excellent, dont les pierres sont de fer et des montagnes desquelles tu extrairas le cuivre. » C'est ce qu'on peut lire dans la description que Moïse a donnée à la terre promise aux enfants d'Israël. Et de fait, les fouilles récentes permettent de dresser un tableau d'un étonnant essor industriel. Salomon est un grand ami du progrès. Il possède une sorte de génie pour s'attacher les services des experts étrangers. C'est sans doute là qu'il faut chercher la raison de l'ascension vertigineuse de son empire. Du simple état agricole légué par son père, il a fait une puissance économique de premier ordre. Il invite les plus brillants experts en métallurgie de tout le Proche-Orient, notamment le très célèbre Hiram de Tyr, à qui il confie la réalisation des objets cultuels en bronze. Il fonde une formidable entreprise de commerce maritime à Ezion-Geber. Or, les Israélites ne connaissaient rien en matière de navigation et de commerce maritime. Ils font donc appel aux plus grands navigateurs et commerçants de leur temps, les Phéniciens, qui ont plusieurs siècles d'expérience en la matière. Des textes phéniciens évoquent la construction d'un port sur la mer Rouge et disent que le roi Hiram de Tyr a offert à Salomon de lui livrer des matériaux destinés à la construction d'un nouveau palais. En échange, il souhaite aménager un port sur la mer d'Éthiopie. Salomon accepte et lui donne le port et la ville d'Éliota, Élat. Grâce aux cèdres fournis par le roi de Byblos, Salomon fait construire son palais, la fameuse maison de la forêt du Liban. Et je cite, « Hiram, roi de Tyr, lui ayant fourni à volonté du bois de cèdre et de cyprès ainsi que de l'or. » Un passage tiré du témoignage du prêtre, alors pardon pour la prononciation encore une fois, Sanchuniathon, indique comment a été construite la flotte de Salomon. Je cite, « Malgré d'importantes forêts de palmiers à proximité, on manquait de bois de construction et Joram, ou Hiram, se vit dans l'obligation d'y faire transporter le bois par 8000 chameaux. Il servit à construire 10 bateaux. » Donc Ezion-Geber devient un port bien équipé, admirablement défendu, qui assure le commerce extérieur du royaume. Des navires en partaient vers des pays lointains et inconnus comme le mystérieux Ophir, l'entrepôt, où l'Orient ancien négocie les denrées les plus précieuses. La Bible précise que tous les 3 ans, la flotte revenait. Les historiens ont donc supposé que ce mystérieux site d'Ophir était une ville en plein est de l'Afrique. Mais quelle ville? Et comment la trouver? Alors on continue, les sources égyptiennes mentionnent un pays merveilleux, d'où ils acheminent des balsamodendrons, de l'ébène, de l'encens, de l'or et toutes sortes de bois odorants, d'animaux exotiques, bois de santal, peaux de panthère, singes, etc. Le pays de Punt, j'en ai déjà parlé, tout aussi mystérieux et merveilleux qu'Ophir. En 1500 avant Jésus-Christ, la reine Hatshepsut lance une expédition pour ramener des plants exotiques, notamment de l'encens. Elle passe par un canal situé dans la partie orientale du delta et arrive dans la mer Rouge, sans encombre à Punt. Je cite le texte. Les égyptologues pensent que ce pays se trouverait en Afrique de l'Est, peut-être en Somalie. Les fouilles qui ont été menées au sommet du Tel el-Mutwelzim, dans la plaine d'Israël, ont permis de mettre au jour les restes de la ville de Megiddo, en plein cœur du pays des grues et des cigognes. La ville de Megiddo, en Galilée, célèbre dans la ville comme ayant accueilli les écuries du roi Salomon, est citée dans le premier livre des rois comme l'un des grands chantiers du grand roi. C'est une ville construite dans un petit coin de terre plutôt insignifiant, prise en étau du côté de la Méditerranée par les pentes boisées du mont Carmel, au nord, par les monts de Galilée, où est perché le petit village de Nazareth, et le mont Tabor qui empêche le regard de plonger dans la profonde vallée du Jourdain. C'est donc une région plutôt hostile qui pourrait passer totalement inaperçue. Mais c'est là que se sont déroulées des luttes terribles, lourdes de conséquences historiques. Les Cananéens, battus par les chars de Thoutmôsis III, aux environs de 1500 avant notre ère, souvenez-vous des émissions, se sont réfugiés à Megiddo. C'est là que les Israélites, poussés par Déborah, mettent en déroute les chars cananéens, pourtant largement supérieurs en nombre. Et c'est aussi à cet endroit que Gédéon terrasse les Madianites, montés sur leurs redoutables chameaux de guerre. Et enfin, Saül y a perdu la vie, vaincu par les Philistins. C'est donc pas une région comme les autres, et elle fait l'objet de nombreuses campagnes de fouilles.
Donc pas étonnant qu'elle attire très tôt l'attention des archéologues. En 1927, l'archéologue Philippe Guy explore le site de fond en comble. Le tertre est littéralement coupé en tranches. La première couche, donc la plus récente, correspond à l'occupation perse et babylonienne qui date des rois Nabuchodonosor et Cyrus. On est au VIe siècle avant Jésus-Christ. Vient ensuite l'époque israélite, marquée par la découverte de 2 sceaux portant le nom du roi Jéroboam. On est entre 926 et 907 avant Jésus-Christ, le premier roi à régner sur Israël après la séparation des royaumes d'Israël et de Juda, et par la mise au jour d'une pierre au nom du pharaon Sheshonk Ier, qui envahit la Palestine en 922 avant notre ère. Je ne rentre pas trop dans les détails parce que là je vais vous perdre totalement, vous allez revenir 40 fois sur le passage. Enfin, vous avez les fouilleurs qui tombent sur la couche qui date du règne de Salomon, qui meurt en 926 justement avant notre ère. Il inaugure un nouveau procédé de construction. Des pierres de taille sont employées pour les angles des bâtiments et incluses dans la muraille. Sa résidence, qui est construite comme ça, est ensuite enfermée à l'intérieur d'une enceinte carrée de 60 mètres de côté, pourvue d'une porte défendue par 3 paires de colonnes. Juste à côté du palais se trouve un bâtiment au mur épais, l'un des entrepôts. Eh bien, l'entrepôt et le palais font partie du siège de l'administration du 5e district d'Israël, placé sous la direction d'un haut fonctionnaire qui réside dans le palais. Il est principalement responsable de la perception des impôts en nature. L'élément le plus remarquable d'ailleurs du palais, c'est son dallage piqué de longues rangées de parallélépipèdes de pierre. Vous pouvez voir ça sur internet évidemment. Megiddo se trouve sur l'un des tels les plus imposants de Palestine. Situé encore une fois, au pied du mont Carmel, il domine la plaine d'Esdrélon au débouché d'un défilé qui empruntait la grande route pour relier l'Égypte, je le disais tout à l'heure, à la Mésopotamie par la côte. C'est un endroit stratégique, encore une fois, qui préside aux destinées militaires et économiques de la région depuis le 3e millénaire avant notre ère. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.